un point important de votre programme, puisque vous voulez tendre vers l'immigration proche de zéro, c'est bien ça? Alors je veux effectivement arrêter l'immigration illégale, ça tout le monde le dit, mais personne ne le fait, puisqu'on renvoie personne, vous le savez bien, ou presque personne, et l'immigration légale. C'est-à-dire interdire le regroupement familial, c'est-à-dire limiter à presque rien le droit d'asile, à presque rien les étudiants, sauf les post-doctorants et vraiment les meilleurs. C'est renvoyer tous les gens dont on ne veut plus. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Je vous donne des détails. Ça, vous clandestins. vous nous l'annoncez ce soir. Absolument. Ça, Je vous l'annonce. On est d'accord. Absolument. Un ministère de la remigration des étrangers dont on ne veut plus. C'est-à-dire clandestins. Je rétablis le délit de clandestinité, qui n'existe plus depuis 2012, vous savez. Donc on ne peut même pas arrêter un clandestin parce qu'il est clandestin. J'expulse les délinquants, les criminels, j'expulse les fichés S. Vous voyez, j'expulse tous les gens dont on ne veut plus. Comment alors? Vous faites des convois? Vous faites le des ministère, charters, c'est une très bonne question. Le ministère aura des moyens, il aura des charters, vous avez tout à fait raison. On fera des vols collectifs. Il faudra, si vous voulez, dès que je serai élu, j'irai dans le Maghreb pour voir avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc et de Tunisie comment on peut organiser cela. Il faut un accord avec eux. Vous maintenez, refusez tout nouvel élargissement de l'Union, y compris donc l'adhésion prochaine peut-être de l'Ukraine, pour parler quelques secondes d'Europe encore, Éric Zemmour. Vous savez, l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe voudrait dire que, en fonction des traités européens, qu'il y a une alliance de fait des pays européens avec l'Ukraine et dans le cadre de l'OTAN. Donc ça veut dire aujourd'hui, concrètement, si l'Ukraine était dans l'Union européenne, qu'il y aurait la guerre entre la France et la Russie. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Je ne crois pas. Donc non, ce n'est pas raisonnable. Je pense d'ailleurs que le problème aurait été résolu et d'ailleurs finira comme cela. On a exhumé de vieilles négociations entre M. Chirac et la Russie et les États-Unis qui voulaient qu'il y ait une neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine serait neutre et ne rentrerait pas dans l'OTAN et que les Américains ont alors refusé. Ça se terminera comme ça pour vous? Comment? Ça se terminera comme ça? Moi, je pense, je ne peux pas faire de pronostic, je pense que, si vous voulez, on aurait dû le faire avant, ça aurait évité la guerre. Maintenant, on verra le cadre des négociations, dans quel cadre, mais je vois mal la situation s'achever sans cela. Mais à ceux qui nous regardent pour la première fois, je dis, vous avez peut-être des a priori sur moi, vous avez entendu bien des choses. J'ai peut-être moi-même dit des choses qui vous ont déplu. J'ai peut-être eu parfois une attitude qui vous a étonné. Profitons de ce moment pour vous dire qui je suis. D'abord, je ne suis pas un politicien professionnel. Le peuple pense que c'est ma force. Parce que je n'ai pas passé ma vie à trahir mes promesses, à suivre la mode pour monter d'1% dans les sondages. Je n'ai pas passé ma vie à intriguer pour obtenir un poste au gouvernement. Je n'ai pas passé ma vie à vivre d'argent public. Ma vie, je l'ai passée à vous défendre. J'ai passé ma vie à dire la vérité et à en payer le prix. Puis, je ne veux pas conclure sans parler de la sécurité, un sujet qui ne touche pas seulement les banlieues des grandes villes, mais qui infeste désormais nos campagnes et nos villages. Les gangs et les mafias sont parmi vous, avec leurs réseaux de cambrioleurs, de voleurs, de métaux, de matériel agricole et de carburant qui menacent la vie à la campagne. Avec moi, vous aurez le droit de vous défendre quand vous serez attaqué. Je rendrai son caractère vital à la légitime défense et au droit de propriété bafoué par la gauche. Voilà, chers amis, comment je veux rendre à nos agriculteurs leur liberté, leur créativité, leur puissance et leur réputation. Vous avez été trop trahis, trop, c'est trop. C'est fini, nous allons faire en sorte que la France redevienne la terre des hommes et des femmes qui aiment la terre. Pas besoin des écologistes extrémistes, pas besoin de promesses plus coûteuses que rentables, pas besoin de politiquement correct. Vous, la France et moi, voilà la recette du succès, parce qu'impossible n'est pas français. Merci à tous. Merci Éric. Imaginez, on vient chez vous, je viens chez vous, vous m'invitez, vous me nourrissez, vous me logez, vous me donnez, vous m'aidez à m'habiller, etc. Et puis, soudain, je trouve que votre mobilier est moche, je le saccage, je vous impose d'en acheter un autre, puis j'agresse votre femme, vos enfants, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez dehors.
Et voilà, on renverra les clandestins, on renverra les délinquants étrangers, on renverra les criminels étrangers, on renverra les 4000 fichiers S soupçonnés de terrorisme, de djihadisme, etc. Ça me paraît le bon sens près de chez vous. On a 80 000 étrangers condamnés tous les ans. On ne sait pas ce qu'ils font là. On a, je crois, 25 000 prisonniers étrangers 25%. Dans les prisons françaises. On doit les renvoyer. Donc c'est en gros la centralisation des moyens de l'État dédiés au respect de la loi, en fait. Exactement. D'accord. C'est le ministère du respect de la loi, d'une loi qu'on ne fait plus respecter depuis 40 ans. D'accord, ok. Alors merci pour cette précision d'actualité. Est-ce que vous supprimez le recours au cabinet étranger ou non, en tout cas privé? La commission d'enquête du Sénat estime que le recours à ces cabinets privés par le gouvernement Macron a coûté 1 milliard d'euros en 2021. On parle beaucoup de McKinsey qui, en plus, ne paye pas d'impôts en France. Et en plus, beaucoup de gens de McKinsey ont travaillé bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup. Et en plus, Emmanuel Macron a toujours eu des liens très particuliers avec certaines sociétés américaines. Emmanuel Macron a poussé à la vente d'Alstom aux Américains de General Electric. Vous savez qu'il y a un livre de M. Marlex, et qui n'est pas avec moi, qui est un député LR et qui a fait un livre qui montre que c'est Emmanuel Macron qui a poussé François Hollande à accepter la vente d'Alstom à General Electric. Et comme par hasard, il y a beaucoup de gens qui ont touché beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de millions d'euros, et qui ont été parmi les premiers contributeurs à la campagne de M. Macron. Juste une question, monsieur Zemmour. Vous ne trouvez pas qu'il y a deux blocs bien distincts dans le monde? Le bloc sino-russe et le bloc américain-européen. Vous venez de dire comme quoi la guerre froide n'existe plus. Pour moi, la guerre froide n'a jamais vraiment cessé. Il y a toujours eu cette différence des deux blocs où la Russie a beaucoup investi à un moment. Bon, l'Afghanistan, c'est ce qui s'est passé, qui est descendu vers l'Afrique avec la Chine, où ils se sont alliés avec la Chine pour détenir et pour mettre leur main basse sur une partie de l'Afrique. Quel moment les deux blocs vraiment ont disparu? Moi, je pense que les deux blocs n'ont jamais disparu. Je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur. Le mur de Berlin est tombé en 1989. L'URSS s'est effondré. C'est une image. L'URSS, non, c'est pas une image. Il est réellement tombé. Les Allemands en savent quelque chose. En 1990, l'URSS s'est effondré. Bien sûr. En 1991, les Américains ont promis à l'Union soviétique, c'est-à-dire à Gorbatchev. Bush père a promis à Gorbatchev, c'est aujourd'hui dans les archives qui sont déclassifiées par les Américains. Les Américains ont promis aux Russes, de ne pas étendre l'OTAN à l'Est, contre le fait qu'ils acceptent la réunification de l'Allemagne sans guerre nucléaire, comme c'était le risque, après tout. On avait ce risque-là depuis 50 ans, il ne faut pas le négliger. Bon. Donc, elle a arrêté la guerre froide. Et ce sont les Occidentaux qui l'ont ressuscité. Les Américains ont tout fait, mais vous savez, tout est dans le livre de Brzezinski, pardonnez-moi, Le Grand Échiquier, qui dit simplement il faut séparer les Russes des Allemands et des Français. Et aujourd'hui, ils reconstituent une guerre froide parce qu'ils veulent nous embarquer dans une croisade démocratique contre la Chine, c'est ça leur adversaire. Mais pour nous, c'est une folie. C'est-à-dire que nous, la France et nous, l'Europe, vous voyez, pour nous, c'est une folie d'être embarqués. Et c'est contraire à toute la stratégie française depuis le général de Gaulle, qui est qu'on ne veut pas s'inféoder aux Américains et on ne veut pas s'inféoder aux Russes non plus. On veut s'inféoder à personne. Macron assassin, alors au-delà de la question réagir ou pas réagir, puisque c'est donc la foule devant vous qui à un moment a crié cela au Trocadéro, vous avez répondu là-dessus, mais sur le fond, est-ce que associer Macron assassin, ça vous choque? Vous faites bien de m'interroger sur le fond. Moi, je ne l'aurais pas dit. Évidemment, c'est pas mon type d'expression. Mais si vous voulez, puisque vous m'appelez à parler du fond, et je vous remercie. Quel moment des gens l'avaient dit dans la salle, dans la foule, parce que c'était pas une salle. Au moment où je parlais de Patrick Jardin, qui avait perdu sa fille au Bataclan, de Madame Reber, qui avait perdu son fils massacré par un Soudanais clandestin au cri de Allah Akbar. Les gens étaient émus, les gens
été communié dans cette souffrance de ces gens. Vous voyez, je vous invite à voir ce témoignage de cette dame. Vous avez vous-même, au moment de la commémoration du Bataclan, vous avez été devant le Bataclan et vous avez eu cette phrase à l'endroit de François Hollande, alors président. Il a préféré, avez-vous dit, que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Il n'a pas protégé les Français. Il a pris une décision absolument, et je vous cite, criminelle, de laisser les frontières ouvertes. Au fond, est-ce que ceux qui ont crié Macron assassin ne vous ont pas juste pris au mot? Moi, vous savez, je suis un Français, c'est-à-dire que j'ai une conception de l'État protecteur, l'État royal, l'État impérial, l'État républicain. C'est toute l'histoire de France. En France, l'État doit protéger ses sujets jadis et aujourd'hui les citoyens. Si l'État ne les protège pas, il est responsable. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Et je constate d'ailleurs que la réaction de Macron est très révélatrice. Il fait une plaisanterie sur mes capacités auditives. Moi, je m'en moque. Mais en vérité, ça prouve son mépris de la souffrance des Français. Il n'a que faire de la souffrance des Français. Ce n'est pas son sujet. Alors, il faut bien comprendre, parce qu'il faut comprendre pourquoi ces gens crient ça. Quand est-ce qu'ils ont crié ça? Ils ont crié cela quand j'évoquais la mort de Nathalie, la fille de Patrick Jardin, vous savez, à l'attentat du Bataclan. Quand j'évoquais le fils d'Evelyne Reber, qui avait été tué à Romans-sur-Isère par un Soudanais clandestin. Ce qu'ils ont voulu crier, c'est que le laxisme tue. Car ce sont des gens qui n'auraient pas dû être là, ce sont des gens qui n'auraient pas dû être en France, et qu'Emmanuel Macron et le pouvoir en général a laissé rentrer. En général, vous n'êtes pas du tout laxiste vous-même. Mais je ne suis pas du tout laxiste. Et là, il y a des gens qui franchissent les limites. On n'insulte pas bien sûr, comme on ça le n'insulte président. pas comme ça. Et là, vous les comprenez en fait. Oui, je comprends parce que tout simplement, je vous répète que ces gens-là étaient émus aux larmes par l'évocation des cas dont je parlais. Et c'est pour cela... Macron assassin, c'est de la violence, c'est pas de l'émotion. Non, c'est de l'émotion. Je suis désolé. C'est de l'émotion parce que ces gens savent que c'est ce laxisme qui tue. J'ai trouvé sa réponse, avec sa blague assez médiocre, très méprisante. C'était une espèce de mépris glacé pour les souffrances des Français. Je ne suis pas le sujet dans cette histoire. Le sujet, c'est les souffrances des Français.